Ma fiancée a exigé que je cède ma maison de 250 000 $ à ses parents, sinon le mariage était annulé. Alors, j'y ai mis fin le premier, mais ce qui s'est passé ensuite a laissé son monde en miettes. Je suis Royce, un homme de 34 ans qui a trimé dans le conseil en marketing digital ces 10 dernières années. J'ai commencé avec absolument rien. Je dormais littéralement sur le canapé de mes parents dans leur appartement exigu de Chicago, survivant avec des sandwichs au beurre de cacahuètes et à la confiture et démarchant à froid des entreprises dans un costume froissé que j'avais acheté chez Goodwill pour 12 $. Cette première année a été brutale. J'ai gagné 18 000 $ au total, à peine assez pour couvrir l'essence de ma vieille Honda Civic déglinguée, mais j'ai continué à persévérer. La troisième année, j'avais mon propre studio dans le nord de la ville et un flux régulier de clients qui payaient réellement leurs factures à temps. Aujourd'hui, je dirige une solide entreprise de conseil à 6 chiffres, sans associés, sans patron sur mon dos et surtout, sans dette. Une fois cette stabilité financière assurée, j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté ma première propriété il y a 3 ans, une modeste maison de plein pied avec 2 chambres à Naperville, que j'ai remboursée de manière agressive. Puis j'ai trouvé cette perle sur Oak Street, une maison à rénover avec un grand potentiel dans un quartier en plein essor. Je l'ai rénovée moi-même le week-end, l'ai louée à un jeune couple, et maintenant elle me rapporte 2 200 $ par mois de revenus passifs, tandis que la valeur du bien ne cesse d'augmenter. Voilà où j'en étais dans ma vie quand j'ai rencontré Véronica lors d'un événement de réseautage dans le centre de Chicago. Elle avait 31 ans, travaillait dans le marketing des réseaux sociaux et avait cette confiance magnétique qui attirait les gens. Intelligente, indépendante, avec sa propre carrière et son propre appartement à Lincoln Park. Le courant est passé immédiatement autour de cocktails artisanaux en partageant des histoires d'horreur sur des clients difficiles. 6 mois plus tard, elle vivait pratiquement chez moi. Après 2 ans et demi ensemble, je l'ai demandé en mariage lors d'un week-end à Dorkount. Elle a dit oui, les larmes aux yeux, et nous avons fixé la date du mariage 8 mois plus tard, largement assez de temps pour tout planifier correctement, sans le stress de la précipitation. Avec le recul, c'est pendant cette période de fiançailles que le premier signal d'alarme a commencé à apparaître. Mais à l'époque, j'étais convaincue d'avoir trouvé la bonne personne, quelqu'un qui comprenait mon éthique de travail, appréciait ce que j'avais bâti à partir de rien, et voulait être ma partenaire plutôt qu'une personne à ma charge. Mon Dieu, comme je me trompais sur ce dernier point. Les ennuis ont commencé quand Véronica a suggéré que nous ouvrions un compte joint spécifiquement pour les dépenses du mariage. Sur le papier, c'était parfaitement logique. Nous contribuons tous les deux, nous payons tous les prestataires à partir d'un seul endroit, et tout reste organisé et transparent. Je pensais que cela témoignait d'une maturité financière, d'autant plus que Véronica avait une formation en marketing et était naturellement soucieuse du détail. J'ai viré 22 000 $ pour commencer, une somme généreuse, mais pas assez pour plomber mon budget. Véronica a ajouté 7 500 $ de ses économies. Le plan était simple, les acomptes pour le lieu de réception, le traiteur, le photographe, les fleurs, tous les frais de mariage habituels proviendraient de ce compte. Nous ajouterions chacun plus d'argent aux besoins, mais ces 29 500 $ initiaux devaient couvrir les dépenses principales. C'est là que les choses sont devenues intéressantes. Véronica a pris le contrôle de la carte de débit et s'est portée volontaire pour gérer la plupart des paiements aux prestataires, puisqu'elle faisait le plus gros du travail pour l'organisation du mariage. Ça me semblait juste. De toute façon, je déteste m'occuper des prestataires de mariage. Je préférais me concentrer sur la croissance de mon entreprise et la laisser gérer ses détails. Le premier mois, tout paraissait tout à fait normal sur les relevés bancaires. 3 200 $ au Hilton pour la compte de notre lieu de réception, 950 $ à notre photographe Sarah, 600 $ à Blooming Design pour les fleurs. Tout était standard, des choses dont nous avions discuté et sur lesquelles nous nous étions mis d'accord au préalable. Je prêtais à peine attention aux petites dépenses car je lui faisais entièrement confiance. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des schémas étranges en examinant notre relevé mensuel. Il y avait un débit de 385 $ à une boutique nommée Glamour Handgras que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai interrogé Véronica à ce sujet lors d'un dîner dans notre restaurant italien préféré, elle a mentionné nonchalamment que c'était pour des chaussures de mariage. Les mariés ont besoin de chaussures spéciales, chérie. Tu ne comprendrais pas. D'accord, très bien. Apparemment, les chaussures de mariée sont chères. Nous le savions. Ensuite, il y a eu un débit de 320 $ à Serenity Spa and Nail. J'ai supposé qu'il s'agissait de préparatifs de mariage normaux, mais cela semblait cher pour ce que je pensais être une simple manucure. La plupart de mes amis mariés m'avaient prévenu de simplement signer les chèques et de ne pas me mêler des détails de l'organisation. Femme heureuse, vie heureuse, disait-il tout. Alors, je me suis tue. Le vrai déclic est venu quand j'ai repéré un débit de 1 450 $ à un spa de luxe dans les Wisconsin Dells.
Cela semblait beaucoup trop pour ce que font les mariés dans l'espace, alors j'en ai parlé pendant que nous mangions des hamburgers dans notre bar sportif local. Oh, c'est pour l'organisation de mon enterrement de vie de jeune fille, a dit Véronica, sans même lever les yeux de son téléphone où elle faisait défiler Instagram. Les filles et moi, on fait une retraite spa d'un week-end au lieu du truc typique de Vegas. C'est beaucoup plus sophistiqué et significatif. J'ai failli m'étouffer avec ma bière. Tu paies pour tout ton enterrement de vie de jeune fille avec notre compte de mariage? C'est lié au mariage, dit-elle avec un ton défensif se glissant dans sa voix. L'enterrement de vie de jeune fille fait partie de toute l'expérience du mariage. Cette logique n'avait aucun sens pour moi. Un enterrement de vie de jeune fille est une dépense de célébration personnelle, pas un coût de mariage que nous devrions tous les deux financer à part égale. Mais je ne voulais pas être le fiancé contrôlant qui microgérait chaque achat. Le point de rupture est arrivé quand j'ai découvert plusieurs frais d'hôtel totalisant 2850 $, tout pour le même week-end, celui de notre mariage. Quand je les ai additionnés et que je l'ai interrogée à ce sujet pendant notre routine café du dimanche matin, Véronica m'a lancé un regard comme si j'étais incroyablement mesquin. Ce sont les chambres d'hôtel pour ma famille, a-t-elle expliqué d'un ton neutre. Mes parents, ma sœur Ashley, ma tante Patricia et ma cousine Jennifer. Ils viennent tous de Phoenix pour le mariage. Véronica, nous en avons spécifiquement discuté. Nous avions convenu que les familles prendraient en charge leurs propres frais de voyage et d'hôtel. C'était avant que j'y réfléchisse vraiment, dit-elle, s'animant davantage. Ma famille n'est pas aussi à l'aise financièrement que la tienne. Ils ne devraient pas avoir à stresser à cause des tarifs d'hôtel élevés de Chicago pendant notre week-end spécial. Oui, mes parents pouvaient se permettre leur propre chambre d'hôtel parce qu'ils sont des enseignants à la retraite qui ont pris des décisions financières intelligentes toute leur vie, et vivent selon leurs moyens. Les parents de Véronica ne pouvaient pas se le permettre parce qu'ils louent un Cadillac Escalade flambant neuf qu'ils ne peuvent pas vraiment payer et partent en croisière, élaboré à crédit chaque année. Mais apparemment, le souligner ferait de moi le méchant de l'histoire. On ne se marie qu'une fois dans sa vie, Royce, a dit Véronica quand j'ai contesté les dépenses d'hôtel. Pourquoi ne pas le faire correctement? Pourquoi ne pas s'assurer que tous ceux que nous aimons peuvent célébrer avec nous sans se soucier de l'argent? Cette phrase, on ne se marie qu'une fois dans sa vie, est devenue sa justification pour absolument tout. Dames arrangements floraux améliorés parce qu'on ne se marie qu'une fois. Coiffure et maquillage professionnel pour les 5 demoiselles d'honneur parce qu'on ne se marie qu'une fois. Un vidéaste en plus de notre photographe parce qu'on ne se marie qu'une fois. Pendant ce temps, Véronica n'avait pas contribué un centime de plus au compte joint depuis ses 7500 $ initiaux. Elle dépensait de l'argent comme si nous étions millionnaires tout en ne contribuant rien de plus pour couvrir les dépassements croissants. Je finançais essentiellement les vacances de mariage de toute sa famille pendant qu'elle agissait comme si c'était des décisions mutuelles que nous avions prises ensemble. Le solde de notre compte joint continuait de chuter rapidement. 26 000 $, 23 000 $, 19 500 $. À ce rythme, nous aurions tout épuisé avant même de payer les principaux prestataires comme le traiteur et le groupe de musique. Mais chaque fois que j'évoquais ses habitudes de dépenses, Véronica devenait émotive et disait que je la stressais pendant une période déjà écrasante. J'aurais dû mettre un terme à tout ça sur le champ. J'aurais dû avoir une conversation sérieuse sur les budgets et les limites. Mais je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste le stress du mariage, que les choses reviendraient à la normale après notre mariage. Je me disais que je pouvais absorber le coût supplémentaire si cela signifiait éviter un conflit majeur pendant une période de planification déjà tendue. La plus grosse erreur que j'aurais pu faire, car ce que je pensais n'être qu'un dépassement de budget pour le mariage était en fait Véronica me montrant exactement qui elle était vraiment, au moment où elle pensait m'avoir piégé. Et le vrai test était encore à venir. Environ 6 semaines avant la date de notre mariage, Véronica et moi tenions une de nos sessions de planification habituelles du dimanche matin. Nous avions développé cette routine où nous nous atteyions à l'îlot de ma cuisine avec du café et des classeurs de mariage, passant en revue les confirmations des prestataires et les mises à jour des RSVP des invités. Dame truc de couple assez standard, même si ces sessions se transformaient dernièrement en disputes à propos de ces dernières idées coûteuses. Ce dimanche particulier semblait différent, cependant. Nous venions de mettre à jour notre décompte final, 156 personnes. Soit environ 25 de plus que prévu initialement parce que Véronica n'arrêtait pas d'ajouter des parents éloignés et des connaissances professionnelles. Je calculais mentalement ce que cela ferait à notre budget de traiteur déjà serré quand elle a abordé quelque chose de complètement sorti de nulle part. J'ai pensé au cadeau de mariage, dit-elle nonchalamment, sans lever les yeux de son téléphone où elle parcourait une application de planification de mariage. Pas les trucs de la liste de mariage pour les invités, mais ce que nous offrons à nos familles en guise de remerciement. J'étais encore concentrée sur le calcul de la liste d'invités, essayant de déterminer si nous avions besoin de louer des tables supplémentaires.
Que veux-tu dire, comme des cadeaux de remerciement pour nos parents? En quelque sorte, mais plus significatif que ça. Elle posa son téléphone et prit une expression comme si elle s'apprêtait à présenter une brillante proposition commerciale. Tes parents sont plutôt à l'aise financièrement, continua Véronica, se penchant sur mon comptoir en granit. Ils n'ont pas vraiment besoin de quoi que ce soit de matériel de notre part, n'est-ce pas? C'était assez vrai. Mes parents sont tous deux des éducateurs à la retraite avec de bonnes pensions, possèdent entièrement leur modeste maison de banlieue et prennent de belles vacances dans des endroits comme Branson et Gatlin chaque année. Ils ne sont en aucun cas riches, mais ils sont en sécurité et satisfaits de ce qu'ils ont. Mais mes parents sont dans une situation complètement différente, poursuivit Véronica, sa voix s'animant. Ils sont coincés dans le même appartement en location à Phoenix depuis environ 16 ans. Ils n'ont jamais pu économiser assez pour un acompte parce que le loyer ne cesse d'augmenter, et ils ont eu des problèmes de crédit après l'accident de mon père il y a quelques années. Tout cela était vrai. Les parents de Véronica vivaient dans un complexe d'appartements décents avec 2 chambres, mais ils jetaient essentiellement $1 600 par mois en loyer sans rien pouvoir capitaliser. Son père travaillait comme chef des pièces détachées chez un concessionnaire Ford, et sa mère faisait de la comptabilité à temps partiel pour un cabinet dentaire. Dames gens sympas, mais ils avaient certainement fait des choix financiers douteux. Toujours des crédits auto, des vacances coûteuses qu'ils ne pouvaient pas se permettre, ce genre de choses. D'accord, dis-je, ne voyant toujours pas où cette conversation menait. À quoi penses-tu exactement? Les yeux de Véronica s'illuminèrent comme si elle attendait ce moment. Et si on leur offrait quelque chose qui transformerait vraiment leur vie? Quelque chose de significatif qui montre à quel point nous apprécions tout ce qu'ils ont fait pour nous au fil des ans. La façon dont elle construisait son argumentation me rendait nerveux. Quel genre de cadeau transformationnel imaginait-elle? La maison sur Oak Street. J'ai littéralement arrêté de respirer pendant une seconde, la fixant pour voir si elle plaisantait ou si elle testait une sorte de réaction. Elle ne plaisantait pas. Elle était complètement sérieuse. Tu veux que je donne ma propriété locative à tes parents? Pense illogiquement, dit-elle, comme si elle présentait une proposition commerciale parfaitement raisonnable. Tu n'y vises même pas. Elle est juste là à générer des revenus locatifs pendant que mes parents luttent contre la hausse des loyers et la vie en appartement. Cela résoudrait leurs problèmes de logement de manière permanente. J'ai posé ma tasse de café et je l'ai vraiment regardée. Véronica, cette maison vaut près de $250 000. Tu me demandes de faire à tes parents un cadeau de mariage de 4 millions de dollars. Elle fit un geste de la main dédaigneux comme si je faisais tout un drame pour de la menue monnaie. Ce n'est pas comme si tu perdais $250 000. Tu ne ferais que transférer un bien à la famille. La maison existerait toujours dans notre cercle familial. Elle appartiendrait simplement à des personnes qui ont réellement besoin d'un logement stable au lieu de simplement générer du profit. La désinvolture avec laquelle elle a dit cela était presque insultante. Comme si j'étais mesquin de penser aux implications financières de donner une maison pour laquelle j'avais travaillé des années. J'ai acheté cette propriété comme un investissement, dis-je, en essayant de garder ma voix calme. Elle génère $2200 par mois de revenus locatifs. C'est plus de $26 000 par an de revenus passifs. Pourquoi est-ce que je donnerais ça? Tout simplement. Parce que nous sommes sur le point de nous marier, dit-elle, son ton devenant plus sec et plus insistant. Parce que le mariage signifie parfois faire passer les besoins de la famille de son conjoint avant ses propres intérêts financiers. Parce que cela signifierait tout pour moi de commencer notre vie ensemble avec ce genre de geste généreux. Et qu'offrirais-tu à ma famille en retour? Quel est le geste équivalent de ton côté? Elle me regarda comme si c'était la question la plus stupide que l'on ait jamais posée. Tes parents n'ont besoin de rien de matériel. Ils sont déjà à l'aise et en sécurité. Ce n'est pas la question, Véronica. La question, c'est que tu me demandes de faire un sacrifice financier énorme sans rien offrir de comparable toi-même. J'offre mon amour et mon engagement, dit-elle avec un élan dramatique. J'offre de construire une vie avec toi. Est-ce que ça ne vaut pas plus que quelques revenus locatifs? La manipulation était si transparente que c'en était presque insultant. Elle essayait de faire de cela une question sur notre relation et mon engagement envers elle, alors qu'il s'agissait clairement d'argent et de son sentiment que mes biens lui étaient dus. Véronica, je ne donne pas ma maison à tes parents. Le changement dans son expression fut immédiat et dramatique, comme si un interrupteur avait été actionné. La version douce et raisonnable de Véronica disparut complètement, remplacée par quelqu'un de beaucoup plus dur et plus froid. Ce ton de personne à qui tout est dû s'est glissé dans sa voix alors qu'elle commençait à parler de ma deuxième propriété comme si elle n'attendait qu'à être offerte. Elle n'a même plus essayé d'enrober ses exigences. Dans son esprit, posséder 2 propriétés signifiait que l'une était automatiquement disponible, spécifiquement pour le bénéfice de ses parents. Il n'y avait aucune reconnaissance de la façon dont j'en étais arrivé là. Aucune appréciation pour les années que j'avais passées à trimer pendant qu'elle cherchait encore sa voie professionnelle.
Juste la supposition que ce que j'avais construit devait maintenant être redistribué pour prouver mon amour et ma loyauté. Quand je suis restée ferme sur ma décision, son amertume a rapidement refait surface. Soudain, j'étais le méchant de son histoire. Égoïste, ingrat, sans cœur. Elle a agi comme si je tournais le dos aux personnes mêmes qui avaient soi-disant soutenu notre relation. Elle a transformé toute la situation en une sorte de test de moralité tordue où refuser de céder une propriété de 250 000 $ ne relevait pas de limites raisonnables. C'était une insulte personnelle à sa famille. Puis sont venues les tactiques de manipulation. Elle a cessé de faire les 100 pas dans ma cuisine, m'a fixé d'un regard qui était à la fois déception et menace, et a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Si tu ne cèdes pas la maison à mes parents, le mariage est annulé. Elle a jeté toute notre relation sur la table comme une monnaie d'échange. Comme si je n'acceptais pas ce plan insensé, cela signifiait que je ne l'aimais pas vraiment. À ce moment-là, j'ai réalisé exactement qui j'étais sur le point d'épouser. Quelqu'un qui mesurait l'amour à la quantité de sacrifices que j'étais prêt à faire, et non au respect mutuel ou au partenariat. Pour elle, donner quelque chose pour lequel j'avais travaillé des années n'était pas déraisonnable. C'était une preuve attendue de mon engagement. Tout ce qui était en deçà signifiait que je la décevais en tant que futur mari. Le silence qui suivit semblait lourd et chargé. Nous nous sommes juste regardés de part et d'autre de l'îlot de ma cuisine, et je pouvais la voir réaliser que je n'allais pas céder à ses exigences comme elle s'y attendait manifestement. Très bien, dit-elle finalement, attrapant son sac à main et ses clés sur le comptoir. Je vais rester chez mes parents jusqu'à ce que tu remettes tes priorités en ordre sur ce que le mariage signifie vraiment. Elle se dirigea vers ma porte d'entrée, puis se retourna avec cette pause dramatique qui semblait répéter. Appelle-moi quand tu seras prêt à être un vrai partenaire au lieu d'un accumulateur de biens égoïstes. La porte claqua derrière elle et soudain, ma maison était de nouveau complètement silencieuse. Je suis resté assis là pendant plusieurs minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fiancée venait d'exiger que je donne à ses parents une maison de 250 000 $ comme cadeau de mariage, puis était partie en trombe quand j'ai refusé. Le plus fou, c'est qu'elle semblait sincèrement choquée que j'ai dit non, comme si elle s'attendait à ce que je lui cède simplement ma propriété sans discuter. Comme si c'était une demande raisonnable au lieu d'être complètement insensée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me demander quelles autres attentes elle avait concernant mes biens après notre mariage. Et c'est là que j'ai décidé que je devais mener une enquête sérieuse. Véronica est restée chez ses parents pendant 3 jours sans appeler ni envoyer de SMS une seule fois. Honnêtement, c'était le moment le plus paisible que j'ai ressenti chez moi depuis des mois. Pas de stress lié à l'organisation du mariage, pas de disputes sur les coûts des prestataires, pas de soupirs dramatiques quand je devais prendre des appels professionnels importants. Juste moi, ma routine normale, et un peu de temps calme pour réfléchir clairement à tout. Mercredi matin vers 10 h, mon téléphone a enfin sonné. Le nom de Véronica est apparu sur l'écran et j'ai failli l'envoyer sur la messagerie vocale, mais la curiosité l'a emporté. « As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté ?» a-t-elle demandé comme si elle appelait pour confirmer une réservation au restaurant au lieu de s'enquérir d'une maison d'250 000 $. Son ton était différent, cependant, moins en colère que lorsqu'elle était partie en trombe. Plus comme si elle parlait à un client avec qui elle essayait de conclure une affaire. Oui, j'y ai pensé, ai-je dit. La réponse est toujours non. Il y eut une longue pause et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête. Elle avait probablement passé les 3 derniers jours avec ses parents, les enthousiasmant tout à l'idée de devenir propriétaire gratuitement. Peut-être même en train de planifier où ils mettraient leurs meubles. Écoute, dis-je, en essayant de rester civil. Je comprends que tu veuilles aider tes parents. Après notre mariage, nous pourrons discuter des moyens de les aider financièrement. Peut-être les aider avec un acompte pour leur propre logement ou... Non, me coupa-t-elle sèchement. Ce n'est pas ce que je demande. Je demande cette maison spécifique, pour cette raison spécifique, comme ce geste spécifique. Soit tu comprends pourquoi c'est important pour moi, soit tu ne comprends pas. La façon dont elle l'a dit m'a retourné l'estomac. Ce n'était plus une négociation. C'était un ultimatum déguisé en conversation. Et si je ne le fais pas? Demandai-je. Une autre longue pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était glaciale. Alors peut-être que nous devons reporter le mariage jusqu'à ce que tu sois prêt à être le partenaire dont j'ai besoin que tu sois. Voilà. La menace que j'attendais. Donne-moi ta maison ou perds ta fiancée. Un choix assez clair, non? Laisse-moi y réfléchir, lui ai-je dit. C'est une décision majeure. Donne-moi quelques jours pour tout digérer. Son ton s'est immédiatement éclairci, comme un vendeur qui vient de convaincre un client de réfléchir à la garantie prolongée. Vraiment? Ous, je savais que tu comprendrais une fois que tu y aurais vraiment réfléchi. Ça va être tellement incroyable. Mes parents vont être si reconnaissants et je serai si fière d'avoir un mari qui se soucie de la famille comme toi. La confiance dans sa voix était révélatrice.
Elle n'espérait pas que j'accepte. Elle s'y attendait. Comme si le résultat était déjà décidé, et que j'avais juste besoin de temps pour accepter l'inévitable. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine pendant un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma fiancée venait de menacer de reporter notre mariage à moins que je ne donne ma maison à ses parents. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer quelques appels de mon côté. Le premier appel a été pour mon ami Cameron qui est avocat depuis environ 7 ans. Nous avons joué au football américain ensemble à Northwestern et il a toujours été franc avec moi sur les questions juridiques. J'ai expliqué toute la situation, ma fiancée exigeant que je donne ma propriété locative à ses parents, menaçant de reporter le mariage si je refusais. Mec, dit-il immédiatement, fuis. Genre, fais tes valises et fuis tout de suite. C'est sérieux, Royce? Ce n'est pas un comportement normal dans une relation. C'est de la manipulation digne d'une croqueuse de diamants. Elle prend littéralement ton mariage en otage pour t'extorquer un bien immobilier. Nous avons parlé pendant environ 1 heure de mes options et de ce que je devais faire pour me protéger légalement. Cameron m'a expliqué comment le mariage affecte la propriété des biens dans l'Illinois, à quoi ressemblent les lois sur la communauté de biens, et comment Véronica pourrait essayer de revendiquer des droits sur mes actifs après notre mariage. Voici ce que tu dois faire immédiatement, a-t-il dit. Documente tout. Chaque conversation, chaque message texte, chaque exigence qu'elle formule. Si cette relation tourne mal, tu auras besoin de preuves qu'elle essayait de te manipuler pour que tu transfères des actifs. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon conseiller financier et mon comptable, leur expliquant que j'avais de sérieuses hésitations à me marier et que je voulais m'assurer que tous mes actifs étaient correctement protégés. Tous deux ont dit la même chose que Cameron. Documente tout et ne transfère aucune propriété avant le mariage. Mon comptable a été particulièrement direct à ce sujet. Royce, tu as travaillé trop dur pour bâtir ton patrimoine pour le céder à quelqu'un qui te considère comme son distributeur de billets personnels. Cette femme te montre exactement qui elle est. Crois-la. Mais je n'avais pas encore fini mon enquête. Il y avait quelque chose dans l'assurance de Véronica qui me dérangeait vraiment. Elle semblait bien trop certaine que je finirais par céder à ses exigences, comme si elle avait des informations ou un moyen de pression que j'ignorais. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le système de sécurité de ma propriété locative. J'avais installé des caméras sur les portes avant et arrière, plus une surplombant l'allée, principalement pour garder un œil sur les locataires et m'assurer qu'ils n'organisaient pas de fêtes non autorisées ou n'endommageaient pas la propriété. J'ai consulté les enregistrements de la semaine passée, une vérification de routine, et c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a fait bouillir le sang. Mardi après-midi, le lendemain du jour où Véronica était partie en trombe de ma maison, sa Honda Accord argentée est arrivée dans l'allée de ma propriété locative. Et elle n'était pas seule. 2 personnes plus âgées sont sorties avec elle et je les ai immédiatement reconnues comme étant ses parents de Phoenix. J'ai regardé les images des 3 se promenant autour de ma propriété pendant près d'1 heure et demie. Véronica avait des clés, d'une manière ou d'une autre. Elle avait probablement fait des doubles lorsque nous avions fait une visite ensemble des mois plus tôt pour qu'elle puisse voir le côté investissement de mon portefeuille. Sa mère prenait des photos avec son téléphone pendant que son père mesurait les pièces avec un mètre ruban qu'ils avaient apporté. Ils ne regardaient pas seulement la maison de manière décontractée. Ils planifiaient comment l'utiliser comme leur propre maison. À un moment donné, Véronica montrait différentes pièces pendant que ses parents hochaient la tête, discutant clairement du placement des meubles et de l'attribution des chambres. Son père a passé environ 15 minutes dans le garage, probablement en train de réfléchir à l'entreposage de ses outils et de son équipement de jardinage. Le tout a duré plus d'1 heure, et ils traitaient clairement la maison comme un endroit où ils étaient sur le point d'emménager. Pas comme une propriété qu'ils espéraient peut-être recevoir un jour en cadeau généreux. Mais c'est bien pire encore. J'ai appelé la société de gestion immobilière que j'utilise pour les relations avec les locataires et les problèmes d'entretien et j'ai demandé à Linda, la directrice du bureau, si quelqu'un avait posé des questions sur la propriété d'Oak Street récemment. En fait, oui, a-t-elle dit. Une jeune femme a appelé la semaine dernière pour demander une expertise de la valeur marchande actuelle. Elle a dit qu'elle était la fiancée du propriétaire et que vous lui aviez demandé de s'en occuper pour des raisons d'assurance. Mon estomac s'est complètement noué. Vous a-t-elle donné un nom? Véronica quelque chose. Elle semblait connaître des détails spécifiques sur l'agencement de la propriété et l'historique de location, alors je n'y ai pas vu de mal. Je n'étais pas censé l'aider. Véronica avait fait expertiser ma propriété locative dans mon dos. Elle avait usurpé mon autorité pour obtenir des informations financières confidentielles sur un bien que je possédais à mon insu et sans ma permission. Linda, je ne lui ai jamais demandé de faire ça. S'il vous plaît, ne fournissez aucune information sur mes propriétés à qui que ce soit sans vérifier directement avec moi d'abord. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, Royce. N'aurais-je pas dû autoriser l'expertise? C'est bon.
Envoyez-moi simplement une copie du rapport quand vous l'aurez. L'expertise est revenue à 248 000 $, ce qui était en fait plus élevé que ce que j'avais estimé. Alors maintenant, Véronica savait exactement ce qu'elle exigeait de moi. Pas seulement une maison, mais spécifiquement un bien de 248 000 $ qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Ce soir-là, j'étais encore en train de digérer tout ça quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Véronica. J'ai parlé à mes parents aujourd'hui. Ils sont tellement excités à l'idée d'avoir enfin leur propre maison. Papa planifie déjà son espace atelier dans le garage. Elle utilisait les émotions de ses parents comme un levier, rendant plus difficile pour moi de dire non sans décevoir des gens qui étaient probablement déjà en train de faire leur carton mentalement dans leur appartement de Phoenix. Mais ensuite, elle a envoyé un autre SMS qui a vraiment révélé ses véritables intentions. Je veux dire, ce sera essentiellement notre maison de toute façon une fois que nous serons mariés, non. La communauté de biens et tous ces trucs juridiques. De cette façon, mes parents pourront en profiter pendant qu'ils sont encore assez jeunes pour vraiment apprécier d'avoir leur propre maison. Voilà, le vrai plan. Véronica pensait que m'épouser lui donnerait automatiquement un droit légal sur mes biens. Elle prévoyait de prendre le contrôle de cette maison, que j'accepte de la donner ou non. L'angle du cadeau de mariage n'était que sa façon de la faire transférer avant que je ne réalise ce que les lois sur la communauté de biens signifiaient réellement dans l'Illinois. Sauf qu'elle se trompait complètement sur la loi. J'ai revérifié avec Cameron. Les biens possédés avant le mariage restent des biens propres à moins qu'ils ne soient mélangés ou mis en commun. Ma maison locative resterait la mienne même après notre mariage, tant que je n'ajoutais pas son nom à l'acte de propriété. Mais Véronica ne le savait pas. Elle pensait être maligne, me faisant céder volontairement quelque chose qu'elle supposait deviendrait partiellement sien de toute façon par le mariage. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision finale. Le dimanche soir, j'avais discrètement annulé environ 85% des préparatifs de notre mariage. Les seules personnes au courant étaient les prestataires, et je leur avais tout demandé de garder le secret jusqu'à ce que je puisse parler directement avec ma fiancée. Lundi matin, Véronica a appelé pour son point hebdomadaire, la voix vive et optimiste. Alors, quelle est ta décision concernant la maison? J'ai pris ma décision, dis-je, à l'endroit au but. Le mariage est annulé. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Je pouvais littéralement entendre Véronica respirer pendant que son cerveau essayait de comprendre ce que je venais de dire. Qu'est-ce que tu veux dire par le mariage est annulé? Demanda-t-elle finalement, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Je ne t'épouse pas. C'est fini. Ce qui a suivi n'était pas une vraie conversation. C'était juste Véronica essayant frénétiquement de déconstruire un avenir dont je ne voulais plus. Elle a coché toutes les étapes du déni comme sur une liste de contrôle. D'abord, elle a dit que j'étais juste stressée, que l'histoire de la maison m'était montée à la tête. Ensuite, elle a proposé d'oublier toute l'affaire, ses parents, l'expertise, tout. Elle a dit que nous pouvions repartir à zéro, juste nous deux. Elle ne comprenait pas que les dégâts n'étaient pas seulement faits, ils étaient révélés. Quand cela n'a pas fonctionné, elle a complètement perdu les pédales. Crise de nerfs totale, hurlant à quel point j'étais ingrat. Comment je ne trouverais jamais quelqu'un qui m'aimerait comme elle. Que tout cela était une énorme réaction excessive. Je l'ai laissé délirer pendant quelques minutes. Puis finalement, j'ai parlé. Tu ne m'aimes pas, Véronica. Tu aimes ce que je peux t'apporter, et tu t'es fait prendre en train de planifier comment le dépenser avant même qu'il ne soit à toi. Les fausses larmes ont commencé quand elle a réalisé que je ne céderais pas. Elle s'est excusée. Enfin, elle a utilisé le mot désolé, mais seulement après avoir été complètement acculée, pas parce qu'elle le pensait vraiment. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel ensemble, dit-elle à travers ses pleurs fabriqués. 3 ans jetés à la poubelle, comme ça. Non, lui ai-je dit. 3 ans m'ont montré exactement qui tu es vraiment quand tu penses être au-dessus des conséquences. Je lui ai dit de venir chercher toutes les affaires qu'elle avait chez moi avant la fin de la semaine. Et après ça, je ne voulais plus entendre parler d'elle. Puis j'ai raccroché. En moins d'1 heure, mon téléphone a explosé d'appels et de SMS de Véronica, de ses parents, de sa sœur, et même de certains de ses amis. Je les ai tous ignorés et je me suis concentré sur la limitation des dégâts avec les personnes qui comptaient vraiment pour moi. 6 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Véronica était retournée vivre chez ses parents à Phoenix, toujours dans le même appartement en location, se plaignant toujours de ne pas pouvoir se permettre d'acheter une maison. Pendant ce temps, ma propriété locative continue de générer 2200 $ par mois. Mon entreprise est plus florissante que jamais et je n'ai pas à m'inquiéter que quelqu'un essaie de me manipuler pour me faire céder le travail de toute ma vie. Parfois, le plus beau cadeau de mariage que l'on puisse s'offrir est de ne pas se marier du tout.